Bonjour à tous, chers amis. Saviez-vous que près de 95% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Si ces histoires vous captivent, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner et à laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci d'être là. D'ailleurs, d'où me regardez-vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je m'appelle Mason Brigg, et je suis routier depuis 17 ans. La route, voyez-vous, est une maîtresse exigeante. Elle vous apprend des choses que vous ne trouverez ni dans les livres ni dans les salles de classe. Ces leçons s'imprègnent dans vos os après des milliers de kilomètres parcourus, après des nuits où seul le ronronnement du moteur et le défilé des lignes blanches sous votre capot vous tiennent compagnie. On apprend à lire le temps avant qu'il ne change, à éviter certains airs de repos, à reconnaître les dispatchers qui répondront à 3 heures du matin. On découvre aussi que la solitude n'est pas vraiment de la solitude, mais une forme de compagnie différente, presque intime. Je transporte des marchandises à travers les routes du Nord, le Montana, le Wyoming, les Dakotas, partout où le temps peut vous tuer si vous ne faites pas attention. J'ai conduit à travers des blizzards qui transformaient les semi-remorques en jouets, des tempêtes de verglas qui changeaient l'autoroute en patinoire, et des brouillards si épais qu'on ne distinguait même plus l'ornement de son propre capot. J'ai tout vu. Ou du moins, je le croyais. Je transportais un chargement d'équipements industriels de Billings, dans le Montana, à Fargo, dans le Dakota du Nord. Un trajet de 700 miles, environ 12 heures si les routes étaient dégagées et sans imprévu. La météo annonçait de la neige, ce qui n'avait rien d'exceptionnel pour la saison, une chute légère à modérée, avec une visibilité réduite à un quart de mille par endroit. Des conditions hivernales standards pour quiconque sait conduire. Je quittais Billings peu après 16 heures, souhaitant éviter le trafic du soir et avancer avant de devoir m'arrêter pour ma pause obligatoire. Mon camion, un Freightliner Cascadia de 2016, n'avait rien de luxueux, mais il était fiable. Je le conduisais depuis 3 ans et connaissais chacun de ses bruits, chacune de ses particularités. Le chargement était bien arrimé, j'avais vérifié 2 fois moi-même. Le réservoir était plein, et mon thermos de café, encore chaud de l'arrêt au relais routier. Le soleil était déjà bas à l'horizon lorsque je m'engageais sur l'Interstate 94, projetant de longues ombres sur les plaines enneigées. Tout semblait normal. La route était dégagée, avec seulement une fine couche de neige sur les bas-côtés. La circulation était clairsemée mais régulière, quelques camions, des véhicules de particuliers rentrant du travail. Mon radio CB crépitait de temps en temps, avec les habituels échanges entre conducteurs, avertissements de radar, questions sur l'état des routes, ce bavardage incessant qui vous tient compagnie quand il n'y a rien d'autre à faire. Ce jour-là, je me sentais en forme, reposé et alerte. J'avais dormi toute la nuit précédente, mangé un bon repas, et pour une fois, le chauffage de la cabine fonctionnait parfaitement. Parfois, avant un trajet, on a une intuition sur la façon dont il va se dérouler. J'ai appris à faire confiance à ces pressentiments au fil des années. Mais ce jour-là, je ne ressentais rien d'inhabituel. Juste un autre trajet hivernal à travers les hautes plaines. La neige commença à tomber environ 1 heure après mon départ, au moment où j'entrais dans le Dakota du Nord. Au début, c'était exactement ce que la météo avait annoncé, des flocons épars qui fondaient sur le pare-brise avant que les essuie-glaces ne puissent les balayer. Je n'eus même pas besoin d'allumer les essuie-glaces. Les autres conducteurs ne ralentissaient pas. Personne ne semblait inquiet. Mais dans cette région, le temps peut changer très vite. Très vite. En 1 minute, on passe d'une légère chute de neige avec une visibilité claire à un blizzard complet, où l'on se demande si l'on est encore sur la route. Je l'avais vu des dizaines de fois. C'est pour cela qu'il faut rester alerte, vérifier ses rétroviseurs et ses jauges, ne jamais se laisser aller à la confiance. Lorsque je passais la sortie pour Beach, dans le Dakota du Nord, la neige tombait plus drue. Pas encore un whiteout, mais bien plus que de la neige légère. Je pouvais encore voir la route clairement, ainsi que les feux arrière de la voiture à environ 100 mètres devant moi. Les essuie-glaces fonctionnaient maintenant de manière régulière, leur battement rythmé presque hypnotique. J'augmentais le volume de la radio CB, à l'écoute des rapports des autres conducteurs sur les conditions plus à l'est. Ici Roadrunner, en direction de l'ouest sur la 94, juste après Dickinson. La neige devient assez dense par ici, les gars. La visibilité est réduite à 1/8 de mille. Les routes sont encore praticables, mais ça devient glissant. Faites attention. Bien reçu, Roadrunner. Ici Big Sky, en direction de l'est, à environ 40 miles derrière toi.
Merci pour l'info. Pas de problème, Big Sky. Reste prudent. Je coupais la communication et me calais dans mon siège, ajustant ma prise sur le volant. La température extérieure était tombée à environ moins 10 degrés Celsius, assez froid pour que la neige ne fonde plus sur la route. Elle s'accumulait. Je pouvais sentir le changement subtil dans la façon dont les pneus adhéraient à la chaussée, ce léger décalage qui vous indique que la route devient dangereuse. La chose sensée à faire aurait été de m'arrêter à la prochaine sortie, de trouver un relais routier ou une aire de repos et d'attendre que le pire de la tempête passe. Mais je conduisais sur ces routes depuis 17 ans. Je savais comment gérer la neige. Je savais lire la route, sentir la réaction du camion au changement de conditions, et j'étais pressé. Le chargement devait arriver à Fargo pour 8 heures le lendemain matin, et même si tout se passait parfaitement, j'allais déjà être juste à temps. Alors, je continuais. La voiture devant moi prit la sortie suivante, me laissant seul sur la route. Je vérifiais mes rétroviseurs. Aucune lumière derrière moi non plus. La seule lumière venait de mon propre camion, les phares découpant la neige tombante et éclairant la route sur environ 15 mètres devant moi. Tout le reste n'était qu'un rideau gris-blanc d'obscurité. C'est alors que je remarquai quelque chose d'étrange. Les bornes kilométriques sur le bord de la route devenaient de plus en plus difficiles à distinguer, ce qui était normal compte tenu de la visibilité, mais il y avait quelque chose qui clochait. Je ne parvins pas à mettre le doigt dessus tout de suite. Elles avaient simplement l'air fausses. Trop espacées, peut-être, ou trop rapprochées. J'essayais de calculer mentalement la distance entre elles, en chronométrant par rapport à mon compteur de vitesse, mais les chiffres ne correspondaient pas. Je secouais la tête, me frottant les yeux d'une main tout en gardant l'autre sur le volant. Je n'avais conduit que depuis moins de 2 heures. Il n'y avait aucune raison que je sois déjà fatigué. Pourtant, mes yeux me semblaient fatigués, comme si j'avais fixé la neige bien plus longtemps que je ne l'avais fait. La radio CB grésilla. J'allongeai la main pour ajuster le squelch, mais le grésillement ne fit qu'empirer. Puis, pendant un instant, je crus entendre une voix percer le bruit. Cela ressemblait à quelqu'un disant « mon indicatif, Big Sky ». Mais le reste était trop brouillé pour être compris. Je pris le micro. Ici Big Sky sur la 94 en direction de l'Est. Quelqu'un essaie de me joindre? Rien que du grésillement. J'essayais à nouveau. Big Sky à toute station. Vérification radio. Toujours rien. Le grésillement continua, montant et descendant en tonalité, comme s'il essayait de former des mots, mais sans y parvenir. J'éteignis la radio. Le silence soudain dans la cabine me sembla presque oppressant, rompu seulement par le ronronnement du moteur et le balancement rythmé des essuie-glaces. La neige tombait définitivement plus fort maintenant. Je dus réduire ma vitesse à environ 70 km/h pour rester à l'aise. La route était encore visible, marquée par les poteaux réfléchissants sur les bas-côtés, mais tout le reste avait disparu dans le blanc. Aucune autre voiture, aucun bâtiment, aucun repère. Juste la route, la neige et l'obscurité qui m'encerclaient de tous côtés. J'avais conduit à travers de nombreuses tempêtes comme celle-ci. On entre dans une sorte de zone, un état de vigilance accru où tout se réduit à vous, votre camion et la bande de route directement devant vous. Le temps cesse d'avoir un sens. On pourrait conduire pendant 2 heures ou 20 minutes, et cela semblerait identique. Tout ce qui compte, c'est de garder le camion sur la route, de maintenir sa vitesse, de surveiller tout changement de conditions. Mais quelque chose semblait différent dans cette tempête. Je ne pouvais pas expliquer exactement quoi. La neige avait l'air normale. La route avait l'air normale. Tout était exactement comme cela devait l'être lors d'une tempête hivernale sur les plaines du Nord. Pourtant, il y avait cette sensation tenace au fond de mon esprit. Ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Je passais une autre borne kilométrique. Ou du moins, je le crus. Dans la fraction de seconde où elle fut visible dans mes phares, j'aurais juré qu'elle indiquait le mile 108. Mais cela n'avait aucun sens. J'avais passé le mile 108 au moins 10 minutes plus tôt, non? Je vérifiais mon odomètre, essayant de faire les calculs dans ma tête, mais les chiffres semblaient flous. Avais-je parcouru 13 km depuis la dernière borne que j'avais remarquée, ou 29? Depuis combien de temps étais-je réellement sur la route? Je jetai un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord. 18h47, cela semblait correct. J'avais quitté Billings vers 16h15, donc j'avais conduit pendant un peu plus de 2 heures et demie. Cela me plaçait où, exactement?
J'essayais de visualiser l'itinéraire dans mon esprit, la séquence des villes et des sorties que je devais traverser. Beach, Belfield, Dickinson. Avais-je déjà passé Dickinson? Je ne m'en souvenais pas. L'anxiété commençait à monter dans ma poitrine, un nœud serré que je ne pouvais chasser. Je me dis que j'étais ridicule. Ce n'était qu'une tempête de neige. J'en avais traversé des centaines. Il n'y avait rien d'anormal. J'étais simplement fatigué, peut-être plus que je ne le pensais. La neige jouait avec ma perception de la profondeur, rendant difficile l'évaluation des distances. Rien de plus. Puis je vis le camion. Il était garé sur le bas-côté à environ 400 mètres devant moi, à peine visible à travers la neige, ses feux de détresse clignotant. Je levai le pied de l'accélérateur, l'observant attentivement alors que je m'approchais. Dans de telles conditions, on ne sait jamais ce que l'on peut rencontrer. Un véhicule en panne, un accident, quelqu'un qui a besoin d'aide. Je me suis arrêté pour aider des automobilistes en détresse plus de fois que je ne peux le compter. C'est une partie du code non écrit de la route. On aide quand on le peut, parce qu'un jour, ce pourrait être vous qui aurez besoin d'aide. En m'approchant, je pus voir qu'il s'agissait d'un Peterbilt, peut-être un modèle 379 d'après sa silhouette. Bleu foncé ou noir. Difficile à dire dans cette lumière. Il était légèrement incliné hors de la route, comme s'il s'était garé en hâte ou avait glissé sur la glace. Les feux de détresse clignotaient en rythme, des éclairs orange perçant la blancheur. Je passai à côté, laissant suffisamment d'espace pour dépasser en toute sécurité, et jeter un coup d'œil en passant. La cabine était sombre. Aucune lumière intérieure, aucun mouvement que je puisse voir. Le camion était simplement là, vide et abandonné, ses feux de détresse clignotant dans la tempête. J'aurais dû m'arrêter. C'est ce que j'aurais normalement fait, me garer, prendre la radio CB, voir si le conducteur avait besoin d'assistance. Mais quelque chose m'en empêcha. Peut-être la façon dont le camion avait l'air, si immobile et sans vie au milieu de nulle part. Peut-être ce sentiment qui grandissait dans mon ventre depuis 20 minutes, cette impression que quelque chose n'allait pas dans cette situation. Ou peut-être ne voulais-je tout simplement pas quitter la sécurité de ma propre cabine, ne voulais-je pas sortir dans la tempête et affronter ce qui s'y trouvait. Alors, je continuais à conduire. Je regardais le camion dans mon rétroviseur jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la neige derrière moi. Les feux de détresse continuèrent à clignoter jusqu'à ce qu'ils soient engloutis par le blanc. Je me dis que je le signalerai à la prochaine ville. J'avertirai la patrouille routière qu'il y avait un camion sur le bas-côté qui pourrait avoir besoin d'assistance. Cela suffirait. La neige tombait si fort maintenant que je pouvais à peine voir à 6 mètres devant moi. J'avais réduit ma vitesse à 55 km/h, et même cela semblait trop rapide. Les lignes blanches sur la route étaient presque complètement invisibles, ensevelies sous plusieurs centimètres de neige fraîche. Je naviguais grâce aux poteaux réfléchissants sur les bas-côtés, les comptant au fur et à mesure que je les dépassais pour m'assurer que je roulais toujours tout droit. Le moteur vrombissait, régulier et fiable. Le chauffage soufflait de l'air chaud dans la cabine. Les essuie-glaces balayaient d'avant en arrière, livrant une bataille perdue contre la neige qui s'accumulait. Tout était exactement comme cela devait l'être. Pourtant, je ne pouvais me défaire de l'impression que je roulais vers quelque chose, une frontière invisible que je ne pouvais voir, mais que je pouvais sommeau sentir. C'est alors que je vis le panneau. C'était l'un de ces panneaux verts d'autoroute, ceux qui indiquent la sortie à venir et la distance qui la sépare. Il émergea de la neige pendant un instant, assez près pour que je puisse lire « Sortie Dickinson 61, 8 miles ». Je le fixai alors qu'il disparaissait derrière moi, mon esprit essayant de traiter ce que je venais de voir. Dickinson, sortie 61, 8 miles. Mais j'avais passé Dickinson il y a plus d'une demi-heure, non? Je vérifiai à nouveau l'horloge. 18h52, 5 minutes depuis la dernière fois que j'avais regardé. 5 minutes qui m'avaient semblé durer bien plus longtemps. Je vérifiai l'odomètre. Les chiffres semblaient corrects, mais je ne me souvenais plus de ce qu'ils étaient avant. Tout devenait flou, incertain. Je pris le micro de la radio CB, oubliant un instant qu'elle ne fonctionnait pas. Le grésillement me répondit. Je l'éteignis à nouveau. La route tournait légèrement vers la droite et je la suivis, maintenant ma vitesse constante. Le virage semblait durer plus longtemps qu'il n'aurait dû, comme si la route s'enroulait sur elle-même. Mais c'était impossible. Cette section de l'île 94 était presque parfaitement droite sur des kilomètres.
Je connaissais cette route. Une autre borne kilométrique apparut dans mes phares. Mile 108. Mes mains se crispèrent sur le volant. C'était impossible. C'était la même borne que j'avais vue auparavant, ou que je croyais avoir vue. J'avais du mal à lire. La neige me jouait des tours, faisant ressembler les chiffres à autre chose. Mais même en me disant cela, je savais que ce n'était pas vrai. J'avais vu ce que j'avais vu. Mile 108. La même borne, encore. Le nœud dans ma poitrine se serra. Je me forçais à respirer lentement, profondément. Il devait y avoir une explication logique. Peut-être que je m'étais retourné d'une manière ou d'une autre, que j'avais fait demi-tour sans m'en rendre compte. Mais cela n'avait pas de sens non plus. Je n'avais fait aucun virage. J'avais roulé tout droit, suivant la route. La neige semblait devenir encore plus épaisse, si c'était possible. Elle ne tombait plus autant qu'elle semblait suspendue dans l'air, un mur solide de blanc que mes phares pouvaient à peine pénétrer. Je ne voyais plus les bas-côtés. Je ne voyais plus les poteaux réfléchissants. La seule chose que je pouvais voir, c'était environ 3 mètres de route directement devant moi, et même cela était plus une supposition qu'une vision réelle. C'était un whiteout. Un vrai. Le genre où l'on perd tout sens de la direction et de la perspective. Où haut et bas cessent d'avoir un sens. Où l'on ne peut pas dire si l'on avance ou si l'on est immobile. Je devais m'arrêter. Je devais arrêter le camion tout de suite et attendre que cela passe. C'était la chose sûre à faire. La chose intelligente. Mais je ne voyais plus le bas-côté. Je ne savais pas où la route se terminait et où le fossé commençait. Si j'essayais de me garer maintenant, je pourrais me retrouver coincé dans un banc de neige ou, pire, renversé sur le côté. Alors, je continuais à conduire, roulant à peine à 30 km/h. Mon monde entier réduit à cette minuscule bulle de visibilité autour de mon camion. Le moteur vrombissait, les essuie-glaces balayaient, le chauffage soufflait. Tout était normal, tout était routinier, à part cette certitude grandissante dans mon esprit que je tournais en rond. Je ne sais pas combien de temps j'ai conduit ainsi. Cela aurait pu être 20 minutes. Cela aurait pu être 1 heure. Le temps avait cessé d'avoir un sens. L'horloge du tableau de bord semblait avancer. Les chiffres changeaient, mais ils ne correspondaient plus à rien de réel. Je conduisais à travers un vide, une blancheur infinie où rien n'existait sauf mon camion et la route en dessous. Puis je vis les feux de détresse. Des éclairs orange au loin, à peine visibles à travers la neige. Mon cœur se mit à battre la chamade. Je savais ce que j'allais voir avant de m'en approcher suffisamment pour le distinguer. Le même Peterbilt, la même peinture bleu foncé ou noire, garé de la même manière sur le bas-côté, comme s'il était là depuis des heures. Je passais à côté, roulant si lentement que je bougeais à peine. Je regardais la cabine, sombre, vide, exactement comme avant. Cela n'était pas possible. Je n'avais pas fait demi-tour. J'avais roulé tout droit, suivant la route. Il n'y avait aucun moyen que je sois revenu au même endroit. Aucun moyen. À moins que je ne l'ai jamais quitté. Cette pensée me frappa comme un coup physique. Et soudain, je ne pus plus respirer. La cabine me semblait trop petite, trop chaude, l'air trop épais. J'ouvris légèrement la fenêtre, laissant entrer une bourrasque d'air froid et de neige qui me piqua le visage. Le choc me clarifia suffisamment l'esprit pour penser, d'accord, reste calme. Il y a une explication. Peut-être que ce n'est pas le même camion. Peut-être que c'est juste un autre Peterbilt qui lui ressemble, garé dans la tempête. Ce n'était pas inhabituel que plusieurs camions soient arrêtés par un temps comme celui-ci. Mais je savais que ce n'était pas vrai. J'avais vu assez de détails la première fois. Le modèle spécifique, la façon dont il était incliné, le motif des feux de détresse. C'était le même camion, exactement le même, ce qui signifiait que je conduisais en boucle. Je sentis la panique monter dans ma gorge, chaude et étouffante. Je la refoulai, me forçant à me concentrer. La panique tue. La panique vous fait faire des choses stupides qui vous tuent. J'avais été formé pour cela. J'avais déjà fait face à des situations dangereuses. Reste calme. Évalue la situation. Fais un plan. Je vérifiai mon GPS monté sur le tableau de bord. L'écran montrait la carte familière de LI 94, une ligne bleue indiquant ma route. Selon le GPS, j'étais à environ 96 km à l'ouest de Dickinson, exactement là où je devais être.
La petite icône de camion était sur l'autoroute, immobile parce que je m'étais arrêté pour regarder le Peterbilt abandonné. Mais si j'étais où le GPS disait que j'étais, alors je ne pouvais pas voir le même camion à nouveau. Le GPS devait avoir tort, ou j'avais tort, ou quelque chose n'allait vraiment pas avec la réalité elle-même. Je mis le camion en marche et recommençai à conduire, laissant une large distance au Peterbilt. En le dépassant, je le regardais dans mon rétroviseur et vis ses feux de détresse s'éteindre dans la neige. Cette fois, je marquai le moment exact où ils disparurent de ma vue. J'allais prêter attention à tout, remarquer chaque détail. Me prouver à moi-même que je ne tournais pas en rond. L'odomètre indiquait 347 919 miles. Je regardais le chiffre des dixièmes de mile passer à 2, 3, 4. La route s'étendait devant moi, ensevelie sous la neige, mais toujours là, me guidant vers l'avant. J'avançais. Le camion avançait. Les miles s'ajoutaient sur l'odomètre. Je commençais à compter dans ma tête, faisant correspondre mon compte aux chiffres qui cliquetaient. 1 mile, 2 miles, 3 miles. À 30 km/h dans ces conditions, il fallait 3 minutes par mile. Je vérifiai l'horloge. 19h08 à 19h11, j'aurais dû avoir parcouru 1 mile. 19h11 arriva et passa. L'odomètre passa à 347 892. 1 mile exactement. Je ressentis une petite bouffée de soulagement. Voyez, tout fonctionnait normalement. Je progressais. J'avançais, pas en rond. Je continuais à compter. 4 miles, 5 miles. La neige continuait à tomber, épaisse et implacable, mais je m'en sortais. J'avais conduit à travers pire que cela. Ce n'était qu'une mauvaise tempête. Rien de plus. À 19h23, l'odomètre indiquait 347 896. 5 miles parcourus. 15 minutes écoulées. Les calculs étaient parfaits. Je me permis de me détendre légèrement, desserrant ma prise de mort sur le volant. Mes épaules me faisaient mal à cause de la tension. Je les roulai en arrière, essayant de défaire les nœuds, et pris une longue gorgée de mon thermos. Le café était maintenant tiède, mais encore assez fort pour aider. La route devant avait la même apparence que depuis la dernière demi-heure. Blanche, sans caractéristiques, à peine visible. Aucun repère, aucun autre véhicule, aucun panneau, juste le ruban sans fin de bitume disparaissant dans la tempête. Puis je les vis à nouveau. Les lumières oranges. Non, 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 non. Cela n'arrivait pas. Cela ne pouvait pas arriver. Mais c'était le cas. Voici le Peterbilt garé sur le bas-côté, feu de détresse clignotant, exactement là où il avait été avant. Ou peut-être là où il était encore. Peut-être que je ne l'avais jamais vraiment quitté. J'appuyais sur le frein plus fort que je n'aurais dû et sentis l'arrière de la remorque commencer à déraper. Je relâchai la pression, corrigeant le dérapage, et arrêtai le camion à environ 50 mètres du Peterbilt. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Je restai assis là un long moment, moteur au ralenti, essuie-glace balayant, fixant le camion abandonné dans mon rétroviseur. Les feux de détresse clignotaient régulièrement, orange dans le blanc. C'était impossible. J'avais conduit 8 km. L'odomètre l'avait confirmé. L'horloge l'avait confirmé. J'avais avancé tout le temps. Il n'y avait aucun moyen que je sois revenu au même endroit. À moins que l'odomètre mente, à moins que l'horloge mente, à moins que tout mente, et que la seule vérité soit ce que je pouvais voir de mes propres yeux. Le même camion, le même endroit, la même boucle. Je saisis mon téléphone sur le câble de charge et essayai d'appeler mon dispatcher. Pas de réseau. J'essayai le 911. Pas de réseau. L'écran affichait 4 barres de LTE, mais rien ne se connectait. J'ouvris l'application GPS, attendant qu'elle se charge. Le point bleu apparut sur la carte, et mon estomac se noua. Selon le GPS de mon téléphone, j'étais exactement au même endroit que 15 minutes plus tôt. L'emplacement n'avait pas changé du tout. À 96 km à l'ouest de Dickinson, garé sur le bas-côté de l'île 94. Je fermai l'application et la rouvris. Même résultat. J'allumai l'unité GPS du camion, celle montée sur le tableau de bord. Elle montrait la même chose. Aucun mouvement, aucun progrès. Toujours au même endroit, mais j'avais conduit 8 km. J'avais regardé l'odomètre. J'avais senti le camion bouger.
J'avais compté le temps. Je n'étais pas resté immobile. Je le savais. À moins que je ne l'ai été. À moins que rien de tout cela ne soit réel. À moins que je ne devienne fou. Je pouvais sentir la panique essayer de percer à nouveau. Des vagues de celle-ci s'écrasant contre les murs que j'avais érigés. Je fermais les yeux et me forçais à respirer. Inspirer pendant 4 secondes, retenir pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes. La technique de respiration qu'on nous avait enseignée dans le cours de conduite défensive. Elle était censée aider à rester calme en cas d'urgence. Mais ce n'était pas une urgence pour laquelle j'avais été formé. C'était quelque chose de totalement différent. Lorsque j'ouvris les yeux, je regardais le Peterbilt. Je le regardais vraiment, étudiant chaque détail que je pouvais distinguer à travers la neige. Peinture foncée, peut-être bleue ou noire, probablement un modèle 379 d'après la forme distinctive du capot. Feu de détresse clignotant. Aucun mouvement dans la cabine. J'avais besoin de savoir s'il y avait quelqu'un dans ce camion. J'avais besoin de savoir si c'était réel ou si j'avais d'une manière ou d'une autre perdu la tête. Et il n'y avait qu'une seule façon de le découvrir. Je mis mon manteau épais, mes gants, mon bonnet d'hiver. Je pris ma lampe torche dans la poche de la portière. Puis je descendis de la cabine dans la tempête. Le froid me frappa comme un mur. Le vent était plus fort que je ne l'avais réalisé, poussant la neige latéralement et volant le souffle de mes poumons. Je relevai ma capuche et commençai à marcher vers le Peterbilt, gardant ma lampe torche pointée vers le sol pour m'aider à voir où je mettais les pieds. La distance qui semblait être de 50 mètres depuis ma cabine me parut être un demi-kilomètre à pied. La neige était presque jusqu'aux genoux par endroits, et chaque pas était un effort. Le vent hurlait autour de moi, rendant difficile l'audition de quoi que ce soit d'autre. Le faisceau de ma lampe torche pénétrait à peine plus de quelques mètres dans le blanc. J'atteignis le Peterbilt et marchai le long de celui-ci, ma main libre traînant le long du métal froid. De près, il avait l'air assez réel. La neige s'était accumulée sur le capot et le toit. De la glace s'était formée sur les rétroviseurs et les poignées de porte. La peinture était définitivement bleue, bien que délavée et usée par endroits. Je me déplaçai vers le côté conducteur et dirigeai ma lampe torche vers la fenêtre. Le verre était embué à l'intérieur, impossible à voir à travers. Je frappai à la porte, assez fort pour être entendu par-dessus le vent. « Et, y a quelqu'un là-dedans ? Ça va ? » Aucune réponse. J'essayai à nouveau, frappant la porte avec mon poing. « Bonjour, je suis un autre routier. Avez-vous besoin d'aide ? » Toujours rien. J'essayai la poignée de la porte. Verrouillée. Je me déplaçai vers le côté passager, me frayant un chemin à travers la neige plus profonde, et essayai cette porte. Également verrouillée. La remorque était une fourgon standard, sans marque sauf quelques éraflures et bosses qui suggéraient qu'elle avait roulé depuis un certain temps. Je fis le tour jusqu'à l'arrière et essayai la fermeture. Elle s'ouvrit et l'une des portes s'écarta avec un grincement de métal froid. Je dirigeai ma lampe torche à l'intérieur. Vide. Complètement vide. Pas même de sangle d'arrimage ou de barre de chargement. Juste un plancher et des parois en aluminium nu. Je restai là un moment, le vent fouettant de la neige sur mon visage, fixant la remorque vide. Un camion abandonné sans cargaison, sans conducteur, sans explication sur sa présence ou sur la façon dont il était arrivé là. Juste garé sur le bas-côté d'une autoroute en plein blizzard, ses feux de détresse clignotant dans le vide. Je fermai la porte de la remorque et la verrouillai. Puis je commençai à me diriger vers mon propre camion, me déplaçant aussi vite que possible à travers la neige profonde. Le froid commençait à s'infiltrer à travers mon manteau, et je pouvais sentir les premières sensations d'engourdissement dans mes orteils. À mi-chemin, je m'arrêtai et me retournai, dirigeant ma lampe torche vers le Peterbilt une dernière fois. Les feux de détresse clignotaient en rythme, des éclairs orange perçant le blanc. Alors que je regardais, j'aurais juré voir un mouvement dans la cabine, juste une lueur, une ombre passant sur la vitre embuée. Mais lorsque je dirigeais ma lampe torche vers l'endroit, il n'y avait rien. Juste la cabine vide et les lumières clignotantes et la neige s'accumulant sur le capot. Je me retournai et continuai à marcher. Mon camion était une forme sombre devant moi, à peine visible dans la tempête. Le moteur tournait toujours, les phares étaient toujours allumés, exactement comme je les avais laissés, réels et solides et m'attendant. Je grimpai dans la cabine et claquai la porte, reconnaissant pour la chaleur et l'environnement familier. Mes mains tremblaient à cause du froid, me dis-je, pas à cause de la peur.
J'enlevai mes gants et tins mes mains devant la bouche d'aération du chauffage, laissant l'air chaud les réchauffer. L'horloge du tableau de bord indiquait 19h31. J'étais resté dehors moins de 10 minutes, bien que cela m'ait semblé beaucoup plus long. Je restais assis là un moment, essayant de décider quoi faire. Je pouvais rester ici, attendre que la tempête passe, espérer que la visibilité s'améliore et que tout commence à avoir un sens à nouveau, ou je pouvais continuer à conduire, continuer à avancer, faire confiance au fait que je finirais par me libérer de ce que c'était. Rester semblait plus sûr. Mais quelque chose dans l'idée de rester ici à côté de ce Peterbilt vide, attendant dans le noir pendant que la neige s'accumulait autour de moi, me remplissait d'une terreur que je ne pouvais expliquer. Alors je mis le camion en marche et commençai à conduire à nouveau. Cette fois, je gardais les yeux rivés sur l'odomètre, regardant chaque dixième de mile défiler. Je vérifiais l'horloge de manière obsessionnelle, m'assurant que le temps passait au bon rythme. Je scrutais le vide blanc devant moi à la recherche de tout signe, de tout repère, de toute indication que j'étais quelque part de différent qu'avant. 1 mile passa, 2 miles, 3 miles. L'odomètre grimpa à 347 897, 347 898, 347 899. À exactement 4 miles, je vis les lumières oranges devant moi. Je ne m'arrêtai pas cette fois. Je ne ralentis pas. Je continuais à conduire, continuant à avancer alors que je dépassais le Peterbilt pour ce qui aurait pu être la 3e ou la 4e ou la 100e fois. Les feux de détresse clignotèrent dans ma vision périphérique puis s'estompèrent derrière moi. Je conduisis encore 8 km. L'odomètre le confirma. L'horloge le confirma. Et puis les lumières oranges étaient à nouveau là, exactement là où elles avaient toujours été. La boucle se resserrait. Ou peut-être n'avait-elle jamais fait plus de quelques kilomètres, et mes instruments commençaient seulement à dire la vérité. J'avais conduit en rond pendant des heures, piégé dans un tronçon de route qui se repliait sur lui-même, passant les mêmes bornes kilométriques et le même camion abandonné encore et encore. Je continuais à conduire. Que pouvais-je faire d'autre? La neige avait cessé de tomber. Je ne m'en rendis pas compte tout de suite. Quand on a fixé un mur de blanc pendant des heures, regardant la neige tourbillonner sans fin dans ses phares, le cerveau finit par cesser d'enregistrer les flocons individuels. Ils deviennent une texture, un milieu à travers lequel on se déplace, aussi constant et immuable que l'eau pour un poisson. Alors quand ils s'arrêtèrent enfin, quand l'air se dégagea soudainement et que je pus voir à plus de 6 mètres devant moi, il fallut un moment à mon esprit pour rattraper ce que mes yeux voyaient. La route s'étendait devant moi, couverte de neige, mais visible. Je pouvais voir les bas-côtés à nouveau, les poteaux réfléchissants marquant les bords, les lignes blanches ensevelies sous quelques centimètres de poudre. Les nuages au-dessus étaient encore épais et sombres, pesant comme un plafond, mais la visibilité s'était améliorée à environ un quart de mile. Après des heures de conduite dans ce vide blanc, cela semblait comme pouvoir voir à l'infini. Je vérifiai l'horloge. 21h47, plus de 3 heures depuis que j'avais quitté Billings. Mais cela ne pouvait pas être exact non plus, car selon mon odomètre, j'avais conduit moins de 32 km. Les chiffres ne correspondaient pas. Rien ne correspondait plus. Le Peterbilt était quelque part derrière moi. Je l'avais dépassé au moins 7 ou 8 fois maintenant, bien que j'aie arrêté de compter après la 5e. Chaque fois que j'approchais de ces feux de détresse orange, je sentais un peu plus de moi-même s'échapper, un peu plus de ma certitude que je comprenais comment le monde fonctionnait. Le camion était toujours là, toujours au même endroit, toujours vide et abandonné. Un point fixe dans une boucle dont je ne pouvais m'échapper. Mais maintenant, avec la neige arrêtée et la visibilité améliorée, je pouvais enfin voir où j'allais. Je pouvais naviguer. Je pouvais trouver un moyen de sortir de cela. J'appuyais sur l'accélérateur, portant ma vitesse à 65 km/h. Les conditions de la route étaient encore dangereuses, beaucoup de glace sous cette neige fraîche, mais j'avais besoin de couvrir de la distance. J'avais besoin de me libérer de ce que c'était. Le moteur répondit en douceur, la transmission passant les vitesses alors que je prenais de la vitesse. Les pneus maintenaient leur adhérence sur la route. Tout semblait normal à nouveau, mécanique et prévisible, juste un camion roulant sur une autoroute en hiver. Rien d'étrange à cela. Je passais une borne kilométrique, mile 108. Ma mâchoire se crispa, la même borne que j'avais vue au moins une douzaine de fois maintenant, mais l'odomètre continuait à avancer, comptant les dixièmes de mile alors qu'il défilait sous mes roues. Le GPS de mon téléphone me montrait toujours au même endroit, à 96 km à l'ouest de Dickinson. Rien n'avait changé.
Je continuais à conduire. La route tournait légèrement vers la droite. Le même virage que j'avais suivi tant de fois auparavant. Le virage qui aurait dû me mener plus à l'est, plus profondément dans le Dakota du Nord, mais qui, au lieu de cela, m'avait d'une manière ou d'une autre ramené là où j'avais commencé. Sauf que cette fois, quelque chose était différent. Alors que je sortais du virage, je vis des lumières devant moi, pas des phares et pas les clignotants orange du Peterbilt. Ces lumières étaient fixes, blanches et brillantes, montées haut, comme les lumières que l'on voit dans une aire de repos ou un relais routier. Je ressentis une bouffée d'espoir si forte qu'elle me fit mal à la poitrine. D'autres personnes, la civilisation, une issue. J'accélérais vers les lumières, les regardant devenir plus brillantes à mesure que je m'approchais. Elles étaient définitivement montées sur des poteaux, éclairant ce qui semblait être une aire de stationnement. Je pouvais distinguer les formes de bâtiments, des structures basses qui auraient pu être des toilettes ou une station-service. En m'approchant, je commençais à voir des détails. Il y avait un bâtiment avec un toit en pente, probablement l'installation principale, un petit bâtiment annexe qui aurait pu être un entrepôt. Plusieurs poteaux lumineux disposés autour d'un parking. Et dans ce parking, je pouvais voir des camions. 3 d'entre eux, tous garés dans des places de stationnement, tous faisant face à la même direction. Leur feu de position était éteint, mais ils étaient définitivement occupés. Je pouvais voir la lueur faible des lumières intérieures dans au moins 2 des cabines. Je me garai sur le parking, mes pneus crissant sur le bitume couvert de neige, et trouvai une place vide près du bâtiment. Alors que je manœuvrais pour me garer, je remarquai quelque chose d'étrange chez les autres camions. Ils étaient tous du même modèle et de la même couleur. 3 Peterbilt identiques, tous avec une peinture bleu foncé ou noire, exactement comme celui abandonné sur le bas-côté. J'achevai ma manœuvre de stationnement et mis la transmission au point mort, mais je n'éteignis pas le moteur. Je restai assis là, les mains sur le volant, fixant ces 3 camions, essayant de comprendre ce que je voyais. Un camion abandonné sur le bas-côté pouvait s'expliquer. 3 camions identiques dans une aire de repos ne pouvaient pas être une coïncidence. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Étaient-ils tous de la même entreprise voyageant ensemble? Était-ce une sorte de convoi de camions qui avait été pris dans la tempête? Je pris ma lampe torche et descendis de la cabine. Le vent s'était presque complètement calmé, laissant une étrange quiétude dans l'air. Le seul son était le ronronnement de mon propre moteur et le léger bourdonnement des poteaux lumineux au-dessus de moi. Le froid mordait immédiatement ma peau exposée. Je relevai ma capuche et commençai à marcher vers le Peterbilt le plus proche. En m'approchant, je pus voir que ce n'était pas seulement similaire au camion abandonné. C'était identique. Même modèle, même année, même trace d'usure sur la peinture. Même les mêmes bosses et éraflures aux mêmes endroits. Je me déplaçai vers la fenêtre du côté conducteur et dirigeai ma lampe torche à l'intérieur de la cabine. Vide. Ou du moins, elle semblait l'être. Les vitres embuées rendaient difficile d'en être certain. Je vérifiai le 2e camion, également vide. Le 3e camion avait ses lumières intérieures allumées, et je pouvais voir clairement dans la cabine, également vide. Mais sur le siège passager, je pouvais voir un micro de radio CB posé dans un enchevêtrement de câbles. Et sur le tableau de bord, un thermos de café qui ressemblait exactement au mien. Je reculai du camion, mon cœur battant. Cela n'était pas normal. Rien de tout cela n'était normal. Je regardais le bâtiment. Les lumières étaient allumées à l'intérieur, brillant à travers de grandes fenêtres qui révélaient ce qui semblait être un intérieur typique d'aire de repos. Des distributeurs automatiques, des portes de toilettes, peut-être des bancs ou des tables, mais je ne voyais aucun mouvement. Aucune personne ne se promenait, aucun signe de vie. Je marchais vers l'entrée, mes bottes crissant dans la neige. La porte était l'un de ces lourds modèles en verre et métal, du genre qui demande un certain effort pour s'ouvrir. Je saisis la poignée et tirai. Elle ne bougea pas, verrouillée. Je plaçai mes mains en coupe autour de mes yeux et pressai mon visage contre la vitre, essayant de voir à l'intérieur. L'intérieur avait l'air assez normal. Sol propre, lumières allumées, distributeur automatique rempli de snacks et de boissons. Mais il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Il me fallut un moment pour réaliser ce que c'était. Aucune empreinte de pas. Le sol était impeccable, comme s'il venait d'être nettoyé et que personne n'avait marché dessus depuis. Je fis le tour du bâtiment, vérifiant les autres portes, toutes verrouillées. Je regardais à travers chaque fenêtre que je pouvais atteindre, mais chaque pièce avait la même apparence.
propre, bien éclairé et complètement vide. Aucune personne, aucun signe d'occupation récente, rien pour suggérer que cet endroit était réellement utilisé. Lorsque j'eus fait le tour et que je revins à l'entrée principale, je remarquai quelque chose que j'avais manqué auparavant. Il y avait un panneau à côté de la porte. L'un de ces panneaux officiels des autoroutes de l'État avec le logo du Dakota du Nord, mais quelque chose n'allait pas avec le texte. Les lettres semblaient se déplacer et s'estomper lorsque je les regardais directement, ne devenant claires que lorsque je les observais du coin de l'œil. Je m'approchai, inclinant la tête sous différents angles, essayant de lire ce qu'il disait. Les mots semblaient presque se mettre au point, puis glissaient à nouveau, comme si j'essayais de me souvenir d'un rêve. Finalement, j'abandonnai et me détournai du bâtiment. Je m'occuperai du mystère de l'aire de repos verrouillé plus tard. Pour l'instant, je devais comprendre ce qui se passait avec ces camions. Je marchais vers chaque Peterbilt à tour de rôle, vérifiant les portes, regardant à travers les fenêtres, cherchant tout indice sur leur propriétaire ou leur présence ici. Tous les trois étaient verrouillés. Tous les trois étaient vides. Tous les trois étaient identiques dans chaque détail que je pouvais voir. Alors que j'examinais le troisième camion, j'entendis quelque chose. Un son faible, à peine audible par-dessus le ronronnement du moteur de mon propre camion. Je me tournai vers la source et réalisai qu'il venait de l'au-delà du parking, dans l'obscurité au-delà de la portée des lumières. Cela ressemblait à un autre moteur, un autre camion qui approchait. Je fixai l'obscurité, attendant que des phares apparaissent. Le son devint progressivement plus fort, définitivement plus proche, mais aucun phare n'apparut, juste le bruit d'un moteur diesel grondant dans la nuit, se rapprochant à chaque seconde. Je sentis les poils de ma nuque se dresser. Je reculai du Peterbilt que j'examinais et commençai à me diriger vers mon propre camion. Le son du moteur devenait plus fort, mais toujours pas de lumière. Comment un camion pouvait-il approcher sans phare? C'était illégal. Suicidaire dans ces conditions. Le son était très proche maintenant, peut-être juste au-delà du bord du parking. Je pouvais entendre la transmission changer de vitesse, les freins à air siffler, puis je le vis. Une forme émergea de l'obscurité, à peine visible dans la lueur des poteaux. Un autre Peterbilt se déplaçant lentement sur le sol couvert de neige. Ses lumières éteintes, sa cabine sombre. Il roula dans une place de stationnement vide comme guidé par des mains invisibles et s'arrêta. Le moteur s'éteignit. Le son s'évanouit, ne laissant que le ronronnement de mon propre camion brisant le silence. Je restai là, figé, regardant la cabine sombre, attendant qu'une porte s'ouvre, attendant que quelqu'un en descende et explique ce qui se passait. Rien ne se produisit. Le camion resta simplement là, sombre et silencieux, rejoignant ses trois compagnons identiques dans le parking. Je n'attendis pas pour voir si autre chose émergerait de l'obscurité. Je courus vers mon camion, glissant sur le bitume glacé et faillis tomber, me rattrapant contre le côté de la remorque. Je grimpai dans la cabine et verrouillai les portes derrière moi, puis restai assis là, haletant, fixant le parking. 5 Peterbilt. Maintenant tous identiques, tous vides, et une aire de repos verrouillée malgré ses lumières allumées et son apparence parfaitement opérationnelle. Je mis mon camion en marche et commençai à reculer de la place de stationnement. J'avais besoin de retourner sur la route. De continuer à avancer. Rester ici me semblait dangereux d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Alors que je faisais demi-tour avec le camion, mes phares balayèrent le parking et je vis quelque chose qui me fit freiner brusquement. Il y avait un 5e Peterbilt qui entrait dans le parking, venant de la même direction que le 4e. Pas de lumière, pas de conducteur visible, roulant simplement lentement à travers la neige comme un navire fantôme. Je n'attendis pas pour voir où il se garerait. Je dirigeai mon camion vers la sortie et accélérai hors du parking, mes pneus patinant un moment sur la neige avant de trouver de l'adhérence. Dans mes rétroviseurs, je pouvais voir l'aire de repos s'éloigner derrière moi, les lumières devenant plus faibles à mesure que la distance augmentait. Je poussai ma vitesse à 80, puis 90 km/h, plus vite que ce qui était sûr dans ces conditions. Mais je m'en moquais. J'avais besoin de mettre de la distance entre moi et cet endroit. De me prouver que je pouvais encore avancer, encore progresser. La route apparut devant moi, les feux de détresse orange du Peterbilt, exactement là où il avait toujours été. Je laissai échapper un son qui était à moitié rire, à moitié sanglot. Bien sûr que j'étais de retour ici. Où d'autre aurais-je pu être? Je ne ralentis pas cette fois. Je maintins ma vitesse et dépassai le camion abandonné,
le regardant dans mes rétroviseurs jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'obscurité derrière moi. Puis je me concentrais sur la route devant moi, sur le maintien de ma vitesse, sur le fait de couvrir autant de distance que possible avant. L'aire de repos apparut devant moi, ses lumières brillant dans l'obscurité. J'avais conduit pendant peut-être 3 minutes depuis que je l'avais quitté. À 90 km/h, j'aurais dû parcourir environ 5 km, mais la voilà à nouveau. Impossible et indéniable. Je ne m'y arrêtais pas cette fois. Je passais devant, apercevant le parking en passant. 6 Peterbilt maintenant, tous en rangée nette, tous sombres et vides. Je continuais à conduire. La route tournait vers la droite. Je suivis le virage. Une borne kilométrique apparut dans mes phares. Mile 108. Bien sûr. Je ne sais pas combien de fois j'ai fait la boucle après cela. 10 fois, 20 fois. J'ai arrêté de prêter attention aux détails. Le schéma était toujours le même. Le Peterbilt avec ses feux de détresse, puis quelques kilomètres de route vide, puis l'aire de repos avec de plus en plus de camions s'accumulant dans son parking. Chaque fois que je passais devant l'aire de repos, il y avait plus de camions. 7, 9, 12. Ils se multipliaient comme un virus, remplissant les espaces disponibles, tous identiques jusqu'aux motifs d'usure sur leur peinture. J'ai essayé différentes vitesses. J'ai essayé de conduire dans la voie de gauche au lieu de la droite. J'ai essayé de m'arrêter complètement et d'éteindre le moteur, restant dans le noir pendant 15 minutes avant de redémarrer. Rien ne changea. La boucle resta constante. L'odomètre continuait à avancer. Selon lui, j'avais conduit plus de 160 km depuis que j'avais quitté Billings. Mais je n'avais jamais quitté ce tronçon de route, cette section impossiblement courte qui ne contenait qu'un camion abandonné, quelques kilomètres vides et une aire de repos qui se remplissait lentement de camions fantômes. À un moment donné, pendant l'une des boucles, j'ai réessayé mon téléphone. Toujours pas de réseau pour les appels, mais le GPS fonctionnait toujours. J'ai ouvert la carte et l'ai examinée attentivement. Le point bleu montrait ma position, mais quelque chose n'avait pas l'air normal. J'ai zoomé, essayant de voir plus de détails. La route sur laquelle je me trouvais était marquée comme l'île 94, mais sa forme n'était pas tout à fait correcte. Il y avait de petites déviations par rapport à ce que je savais que l'autoroute devait être, des courbes subtiles là où il aurait dû y avoir des sections droites là où je me souvenais de courbes. J'ai dézoomé pour regarder la zone plus large. Les villes étaient approximativement aux bons endroits, mais leur nom semblait légèrement décalé. Pas faux exactement, juste déplacé. Dickinson était là, mais il était orthographié différemment. Belfield était devenu Belfort. Beach était maintenant Rich. J'ai fermé l'application GPS et l'ai rouverte, espérant qu'elle se réinitialiserait à la normale. La même carte étrange s'est chargée avec les mêmes noms erronés et la géographie décalée. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager et saisi le volant à 2 mains. Ma respiration devenait plus rapide, plus superficielle. La panique que j'avais retenue commençait à percer. Non. Reste calme. Reste concentré. Il doit y avoir une explication. Il doit y en avoir une. Mais quelle explication pourrait-il y avoir? Comment pouvais-je conduire en rond alors que chaque instrument me disait que j'avançais? Comment le GPS pouvait-il avoir tort alors que je pouvais voir l'indicateur de signal satellite montrer une connexion forte? Comment des camions identiques pouvaient-ils se multiplier dans un parking d'air de repos? La seule explication qui avait du sens était que j'avais perdu la tête, que j'avais une sorte de crise psychotique, un épisode dissociatif qui me faisait halluciner ou mal percevoir la réalité. Peut-être que j'étais réellement garé sur le bas-côté de la route, en hypothermie et en train de mourir. Et tout cela n'était que mon cerveau qui dysfonctionnait alors qu'il s'éteignait. Mais cela semblait réel. Le volant sous mes mains semblait réel. La vibration du moteur semblait réelle. L'air froid s'infiltrant par la fenêtre légèrement entr'ouverte semblait réel. Comment une hallucination pouvait-elle être aussi détaillée, ou aussi cohérente? Je dépassais à nouveau le Peterbilt, puis l'aire de repos. 18 camions maintenant dans le parking, puis le mile 108 à nouveau. La boucle s'accélérait. Ou peut-être que je la remarquais simplement plus maintenant que j'avais accepté ce qui se passait. Il fallait moins de temps entre les passages des mêmes repères, comme si la route se contractait, le cercle se resserrant. C'est alors que je remarquai l'autre changement. Le ciel s'éclairait. Pas le éclaircissement progressif de l'aube, mais autre chose. Les nuages au-dessus commençaient à briller de l'intérieur,
comme s'il y avait des lumières derrière eux. L'obscurité se levait, remplacée par une étrange illumination sans source qui rendait tout plat et irréel. La neige sur le sol semblait aussi briller, phosphorescente et brillante. Mes phares étaient presque inutiles maintenant, n'ajoutant aucune lumière supplémentaire à ce qui était déjà là. Je les éteignis. La route devant était tout aussi visible sans eux. Je vérifiai l'horloge. 23h34, toujours la nuit, encore des heures avant l'aube, mais le monde extérieur de ma cabine s'éclairait de plus en plus à chaque minute qui passait. La température changeait aussi. Selon le thermomètre de mon tableau de bord, il faisait plus chaud dehors. Pas juste un peu plus chaud, significativement. En l'espace d'environ 10 minutes, la température extérieure était passée de moins 10 degrés Celsius à 2 degrés Celsius, puis à 10 degrés Celsius et montait encore. La neige aurait dû fondre. Mais lorsque je regardais la route et les bancs de neige sur les bas-côtés, tout était encore gelé et blanc. Le thermomètre devait mal fonctionner. C'était la seule explication. Sauf que je pouvais le sentir. Le chauffage de ma cabine, que j'avais fait fonctionner à plein régime pendant des heures, commençait à devenir trop chaud. Je le baissai, puis l'éteignis complètement. En quelques minutes, la cabine devint inconfortablement chaude. J'ouvris complètement ma fenêtre, laissant entrer une bouffée d'air qui aurait dû être glaciale, mais qui avait plutôt la sensation d'une soirée d'été, chaude et humide, portant des odeurs étranges que je ne pouvais pas identifier. Pas désagréable exactement, mais inadapté à ce moment et à cet endroit. L'éclaircissement continua. La lueur des nuages s'intensifia jusqu'à ce que ce soit presque comme en plein jour, mais sans couleur et sans ombre. Tout était visible, mais tout avait l'air faux. Les couleurs étaient décalées, atténuées ou déplacées de manière que je ne pouvais pas tout à fait décrire. Je dépassai à nouveau le Peterbilt. Dans cette étrange lumière, je pouvais voir des détails que j'avais manqués auparavant. La plaque d'immatriculation était vide. Pas manquante, mais littéralement vide, comme si elle avait été fabriquée sans aucun chiffre ni lettre. Les numéros d'hôtes qui auraient dû être peints sur la porte étaient également manquants. L'aire de repos apparut en vue. 24 camions maintenant, disposés en rangée parfaite. En passant, je regardais attentivement chacun d'eux. Tous avaient des plaques d'immatriculation vides. Tous manquaient de numéros d'hôtes. Tous étaient identiques. Puis je vis quelque chose qui me glaça le sang. L'un des camions à l'arrière du parking était le mien. Le même modèle de Freightliner. La même bosse sur le pare-choc avant, là où je l'avais frotté contre un quai de chargement 3 mois plus tôt. Les mêmes garde-boue avec le même logo de l'entreprise. Même le même numéro de plaque d'immatriculation. Mon camion était dans ce parking. Le camion que je conduisais était dans ce parking. Mais j'étais ici, dans mon camion, passant devant le parking. Les deux choses étaient vraies simultanément. J'étais à deux endroits à la fois, ou à aucun endroit, ou quelque part d'autre entièrement qui ressemblait seulement à l'île 94. Je laissais l'air de repos derrière moi et continuais à conduire, car que pouvais-je faire d'autre? La route tournait vers la droite. Le mile 108 apparut et disparut. La étrange lumière diurne sans couleur continua à s'intensifier. Devant moi, je pouvais voir quelque chose de nouveau. La route se terminait, non pas comme si elle se heurtait à une impasse ou à une barrière, mais comme si elle cessait simplement d'exister. À environ 800 mètres devant moi, le bitume s'estompait dans le néant, dans une étendue blanche sans caractéristiques qui aurait pu être du brouillard, de la neige ou simplement du vide pur. Je levai le pied de l'accélérateur, laissant ma vitesse diminuer. Chaque instinct me hurlait de m'arrêter, de faire demi-tour, de faire n'importe quoi sauf conduire vers ce néant. Mais j'avais essayé de revenir en arrière pendant des heures, et il n'y avait plus de retour en arrière. Il n'y avait que l'avant, vers ce qui se trouvait devant. Le camion roula vers le bord de l'existence. Le compteur de vitesse tomba. 65, 55, 50 km/h. Mes pneus crissèrent sur le bitume couvert de neige. Le moteur vrombissait sa mélodie familière. Tout était normal, sauf le fait que la réalité se terminait à 400 mètres devant moi. J'appuyai sur le frein, arrêtant le camion à environ 100 mètres de l'endroit où la route disparaissait. Je restais assis là, moteur au ralenti, fixant ce vide blanc. Une partie de moi voulait mettre le camion en marche arrière et reculer loin du bord, mais je savais ce qui se passerait. Je reculerais jusqu'à atteindre le Peterbilt, ou peut-être l'aire de repos, et puis quand je ferais demi-tour et conduirais à nouveau vers l'avant, je me retrouverais simplement ici. La boucle s'était resserrée tout ce temps,
et maintenant elle s'était contractée à sa forme la plus petite possible. Juste moi, le camion et le bord du monde. Je pouvais rester assis ici et attendre. Attendre quoi? Je ne savais pas. Des secours? L'aube? Que tout redevienne soudainement sensé? Ou je pouvais continuer à conduire? Je regardais mes mains sur le volant. Elles avaient l'air réelles. Je regardais le tableau de bord, le GPS, le thermos de café dans le porte-gobelet. Tout était réel. Je regardais dans les rétroviseurs la remorque derrière moi. Réel, mais réel selon quelles normes? Qu'était la réalité maintenant? Je pensais à l'aire de repos. À ce parking qui se remplissait de camions identiques, y compris un qui était censé être le même camion dans lequel j'étais assis. Je pensais au Peterbilt que j'avais dépassé des dizaines de fois, vide et abandonné et immuable. Je pensais à la carte sur mon téléphone avec ses noms erronés et sa géographie décalée. Peut-être que j'étais mort depuis des heures. Peut-être que j'avais eu un accident à un moment donné pendant la tempête et que ceci n'était que ma conscience bouclant à travers ces derniers moments, incapable d'accepter ce qui s'était passé. Peut-être que j'étais dans le coma dans un hôpital et que ceci était un rêve qui semblait réel parce que mon cerveau n'avait rien d'autre à quoi se référer. Ou peut-être que j'étais exactement là où j'avais l'air d'être et que le monde lui-même était devenu autre chose que ce qu'il aurait dû être. Je relâchai le frein et appuyai doucement sur l'accélérateur. Le camion commença à avancer. 30, 40, 50 km/h. Le bord du monde se rapprochait. Je pouvais le voir clairement maintenant. Pas du brouillard, pas de la neige, juste du blanc pur. Rien. Aucune texture, aucune profondeur, aucune caractéristique. Un vide qui effaçait tout ce qu'il touchait. À 50 mètres. 40, 30, l'avant de mon camion atteignit le bord. Le capot disparut dans le blanc. Puis le pare-brise. Puis la cabine se remplit d'une lumière si brillante que je dus fermer les yeux. Et puis, je conduisais. La lumière s'estompa aussi vite qu'elle était apparue, reculant comme une vague se retirant d'une plage. J'ouvris lentement les yeux, plissant les paupières contre les images rémanentes qui dansaient devant ma vision. J'étais toujours dans mon camion, toujours derrière le volant, toujours en mouvement vers l'avant à environ 50 km/h, mais tout ce qui était dehors avait changé. La route avait disparu. Ou plutôt, j'étais toujours sur quelque chose qui avait l'air d'une route. Je pouvais sentir les pneus adhérer à une surface solide. Je pouvais entendre le son familier de leur roulement sur le bitume, mais je ne pouvais pas le voir. Lorsque je regardais vers le bas là où la route aurait dû être, il n'y avait que du blanc. Un blanc sans caractéristiques, sans dimension, s'étendant dans toutes les directions aussi loin que je pouvais voir. Le ciel avait également disparu. Pas de nuages, pas d'obscurité, pas de étranges lueurs. Juste le même blanc, sans couture et infini. Il n'y avait pas d'horizon, pas de frontière entre le sol et l'air. Tout avait fusionné en une seule étendue sans couleur. La seule chose qui avait encore l'air réel était mon camion. Le capot s'étendait devant moi, solide et sombre. Les rétroviseurs de chaque côté reflétaient la cabine et la remorque. Lorsque je regardais derrière moi à travers la vitre arrière, je pouvais voir la remorque parfaitement clairement, ses côtés en aluminium blanc se détachant en contraste net avec le vide blanc qui l'entourait. Mais le camion semblait flotter, suspendu dans le néant. Il n'y avait pas de route visible sous les pneus, pas de sens de haut ou de bas, pas de point de référence de quelque sorte que ce soit. J'aurais dû être terrifié. J'aurais dû crier. J'aurais dû appuyer sur les freins et simplement m'arrêter. J'aurais dû me recroqueviller dans la cabine et attendre ce qui allait se passer ensuite. Mais au lieu de cela, je me sentais étrangement calme, presque paisible. La panique qui s'était accumulée pendant des heures s'évapora soudainement, remplacée par une étrange acceptation. Cela arrivait. C'était impossible, mais cela arrivait, et il n'y avait rien que je puisse faire à part continuer à conduire. Alors, je continuais à conduire. Le compteur de vitesse indiquait que je roulais à 50 km/h. L'odomètre continuait à avancer, dixième de mile après dixième de mile. Le moteur maintenait son bourdonnement régulier. Tous les aspects mécaniques de la conduite restaient intacts. Même si j'avais apparemment l'impression de conduire à travers un néant absolu, j'essayais à nouveau la radio, comme prévu, du grésillement. Mais alors que j'allongeais la main pour l'éteindre, j'attrapais quelque chose dans le bruit. Pas exactement des mots, mais un motif, un rythme, comme quelqu'un tapant un message en code Morse, si le code Morse était fait de pur bruit blanc. J'écoutais attentivement,
essayant de le déchiffrer. Des rafales courtes et longues, séparées par des espaces de différentes longueurs. Cela se répétait toutes les 30 secondes environ, le même motif encore et encore. Je pris un stylo et du papier dans la poche de la portière et commençai à le noter. Des points et des tirets représentant les rafales de grésillement. Après 3 répétitions, j'avais la séquence complète. SOS. Je fixais le papier, mon calme commençant à se fissurer. Quelqu'un diffusait un SOS à travers le grésillement. Quelqu'un d'autre était piégé ici, où que ce soit, et appelait à l'aide. Ou peut-être que c'était moi qui appelais à l'aide. Peut-être que cela venait de ma propre radio d'une manière ou d'une autre. Mon camion diffusant un signal de détresse sans que je le sache. Je pris le micro. Ici Mason Brigg, conduisant un Freightliner sur. Je ne sais pas où je suis. Si quelqu'un peut m'entendre, veuillez répondre. Le grésillement continua, inchangé. Le motif SOS se répéta. J'essayais à nouveau. Mon indicatif est Big Sky. Je suis routier. Je suis sur la route depuis 17 ans. J'ai été pris dans une tempête et maintenant je suis quelque part d'autre. Si vous êtes là, si vous recevez ceci, veuillez répondre. S'il vous plaît. Rien que du grésillement et ce SOS qui se répétait. Je posai le micro et me concentrai sur la conduite. L'étendue blanche continuait dans toutes les directions, inchangée et infinie. Il n'y avait aucun repère, aucun moyen de juger la distance ou la direction. Pour ce que j'en savais, j'aurais pu conduire en rond à nouveau, et je n'aurais eu aucun moyen de le savoir. La température dans la cabine s'était stabilisée autour de 20 degrés Celsius. Confortable, mais incorrect pour un février dans le Dakota du Nord. J'avais enlevé mon manteau et mon bonnet il y a des heures. Maintenant, je conduisais en chemise à carreaux, une main sur le volant, l'autre posée sur mon genou. Le temps passait étrangement ici. L'horloge du tableau de bord fonctionnait toujours. Minuit 17 maintenant, mais je n'avais aucun sens des minutes qui passaient réellement. J'aurais pu conduire pendant 5 minutes ou 5 heures. Il n'y avait aucun moyen de le savoir. À un moment donné, je remarquai quelque chose devant moi. Au début, je crus que ce n'était qu'un autre tour de la blancheur, une illusion d'optique créée en fixant un espace sans caractéristiques pendant trop longtemps. Mais en m'approchant, je réalisai que c'était réellement là. Un panneau d'autoroute, vert avec du texte blanc, se tenant seul dans le vide blanc. En m'approchant, je pus lire ce qu'il disait, sortie 108, mile 0. Je passai le panneau. Il se tenait là tout seul. Pas de bretelle de sortie, pas de route menant loin de lui, juste un marqueur indiquant quelque chose qui n'existait pas. Quelques secondes plus tard, j'en vis un autre devant moi. En m'approchant, je vis qu'il était identique au premier. Sortie 108, mile 0. Je le passai. Quelques secondes plus tard, un autre panneau identique apparut devant moi. Les panneaux arrivaient plus vite maintenant, apparaissant toutes les quelques secondes, tous identiques, marquant une sortie qui n'était pas là, indiquant tous le mile 0. J'arrêtai de compter après le 20e. Puis les panneaux changèrent. Le suivant que je passais disait le sortie 108, mile 1. Celui d'après, mile 2. Les nombres continuaient à diminuer alors que je passais panneau après panneau. Mile 5, mile 10, mile 23. La distance comptait à rebours vers une destination inconnue ou une origine. Au mile 47, les panneaux cessèrent d'apparaître. L'étendue blanche était à nouveau vide, sans caractéristiques et silencieuse, à part le bourdonnement de mon moteur et le motif SOS qui se répétait encore à la radio. Je ne sais pas combien de temps j'ai conduit à travers le blanc vide. Cela aurait pu être des heures. Cela aurait pu être des jours. L'horloge continuait à tourner, mais les chiffres cessèrent d'avoir un sens. Minuit 17 devint 1h43, puis 3h22, puis minuit 17 à nouveau. Passant par des temps qui auraient pu être réels ou non. Je n'avais pas faim. Je n'avais pas soif. Je n'étais pas fatigué. Je conduisais simplement parce que conduire était tout ce qu'il y avait. Et puis je vis les camions. Ils apparurent soudainement, sans avertissement. Des dizaines, peut-être des centaines, s'étendant de chaque côté de mon chemin. Tous des Peterbilt, tous bleu foncé ou noirs, tous garés en rangée nette comme des véhicules dans un immense parking, sauf qu'il n'y avait pas de parking, juste le vide blanc et les camions suspendus dedans. Je conduisis entre les rangées, les regardant alors que je passais. Ils avaient tous les plaques d'immatriculation vides que j'avais vues auparavant,
les numéros d'autres manquants. Leurs fenêtres étaient embuées ou sombres. La plupart semblaient vides. Mais alors que je conduisais plus profondément dans cette forêt de camions, je commençais à voir des ombres bouger dans certaines des cabines. Pas des personnes, pas exactement, juste des formes qui auraient pu être des personnes ou auraient pu être autre chose. Elles bougeaient de manière saccadée, imprévisible, appuyant contre les fenêtres puis se retirant, laissant des traînées sur le verre qui auraient pu être de la condensation ou auraient pu être autre chose. Je continuais à conduire tout droit, sans ralentir, essayant de ne pas regarder trop attentivement les formes dans ces cabines. Les camions semblaient s'étendre à l'infini, des rangées sans fin s'étendant dans le blanc de chaque côté. Puis je vis mon camion à nouveau. Il était garé dans l'une des rangées à environ 50 mètres sur ma droite, avec la même bosse sur le pare-choc, les mêmes garde-boue, la même plaque d'immatriculation, et à travers le pare-brise, je pouvais voir une silhouette assise sur le siège du conducteur. La silhouette me ressemblait. Même corpulence, même chemise à carreaux, même posture. Elle était assise parfaitement immobile, les mains sur le volant, fixant droit devant à travers le pare-brise. Alors que je regardais, elle tourna lentement la tête pour me regarder. Même à cette distance, même à travers 2 couches de pare-brise, je pouvais voir son visage clairement. C'était moi. Exactement moi. Chaque détail parfait. De la barbe de 3 jours sur ma mâchoire à la cicatrice au-dessus de mon sourcil gauche, là où je m'étais coupé sur une porte de remorque 5 ans plus tôt. L'autre moi leva une main et me fit un signe. Je ne lui fis pas de signe en retour. J'appuyai sur l'accélérateur, augmentant la vitesse, essayant de mettre de la distance entre moi et cette place de parking. Mais alors que je conduisais, j'en vis d'autres. Mon camion apparut encore et encore dans les rangées de Peterbilt. Parfois il était garé. Parfois il roulait parallèlement à moi, gardant le même rythme. Chacun avait une silhouette sur le siège du conducteur qui me ressemblait exactement. Certains me faisaient signe, d'autres me fixaient simplement. L'un d'eux frappait contre la vitre, la bouche ouverte dans un cri silencieux. Je me concentrais sur le chemin devant moi, sur l'espace vide entre les rangées, essayant de ne pas regarder les copies de moi-même piégées dans ces autres camions. Mais je pouvais sentir qu'elles me regardaient, tous ces autres maçonnes, toutes ces autres versions de moi qui avaient fini ici par des choix, des accidents ou le hasard. La forêt de camions commença à s'éclaircir. Les rangées devinrent plus espacées, les distances entregrandirent. Et puis soudain, j'étais passé. Les camions étaient derrière moi, disparaissant dans le blanc. Et devant, il n'y avait plus que de l'espace vide. Je jetai un coup d'œil dans mon rétroviseur. Les camions avaient déjà disparu, avalés par le vide comme s'ils n'avaient jamais été là. Le motif SOS à la radio s'arrêta. Le grésillement continua, mais le message répétitif avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de nouveau. Une voix. Elle était lointaine et déformée, à peine audible par-dessus le grésillement, mais c'était définitivement une voix, prononçant des mots que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. J'augmentai le volume, me penchant vers le haut-parleur. « Retourne », dit la voix, coupée par le grésillement. « Ne peut pas rester. »« Bonjour. » Je pris le micro. « Bonjour. Je vous entends. Veuillez répéter. » Sortie 108. La voix continua, ignorant ma transmission avant que le grésillement ne gonfle, noyant le reste. J'attendis, mais la voix ne revint pas, juste du grésillement à nouveau, sans fin et sans signification. Je regardai devant moi et vis quelque chose de nouveau prendre forme dans le blanc. Au début, ce n'était qu'une tache, une zone plus sombre dans l'étendue sans couleur. Mais alors que je conduisais plus près, cela se transforma en quelque chose de familier. L'aire de repos, le même bâtiment, les mêmes poteaux lumineux, même le même parking, mais c'était différent maintenant. Plus petit d'une certaine manière, ou plus éloigné, ou les deux à la fois. La perspective était fausse d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait définir. Je conduisis vers elle, la regardant grandir puis rétrécir à nouveau, oscillant en taille comme si je la voyais à travers un miroir déformant. La distance entre moi et le bâtiment ne semblait pas diminuer, peu importe combien de temps je conduisais. Puis brusquement, j'y étais. Le bâtiment prit une perspective normale, et j'entrai dans le parking, mes pneus crissant sur ce qui semblait être du bitume, mais qui avait toujours l'air de rien blanc. Le parking était vide maintenant. Tous ces camions, les dizaines que j'avais vus auparavant, les centaines dans cette forêt impossible. Tous partis. Juste des places de parking vides marquées par des lignes que je pouvais sentir mais pas voir.
Je me garai dans la même place que j'avais utilisée auparavant et mis le camion au point mort. Le moteur tournait au ralenti. L'horloge indiquait 7h13, bien qu'il n'y ait aucun signe de matin dans l'étendue sans couleur autour de moi. Je restais assis là un moment, essayant de décider quoi faire. Entrer dans le bâtiment semblait être une mauvaise idée, mais rester dans le camion semblait pire. Au moins à l'intérieur, il pourrait y avoir des réponses, ou au moins des questions différentes. Je descendis de la cabine. La surface sous mes pieds semblait solide, comme du béton. Mais lorsque je regardai vers le bas, je ne vis que du blanc. Mes bottes ne laissaient aucune trace. C'était comme marcher sur rien. Je m'approchai de la porte du bâtiment. Elle était déverrouillée cette fois. La poignée tourna facilement et la porte s'ouvrit avec un doux sifflement pneumatique. À l'intérieur, les lumières étaient toujours allumées. Le distributeur automatique bourdonnait toujours. Tout avait exactement la même apparence que lorsque j'avais regardé à travers les fenêtres des heures ou des jours plus tôt, sauf que maintenant je pouvais voir ce qui n'allait pas. Le sol était blanc. Pas le carrelage industriel tacheté qui aurait dû être là, mais le même blanc sans caractéristique que tout le reste. Les murs étaient blancs. Même les distributeurs automatiques, lorsque je les regardais de près, étaient blancs. Tout avait été drainé de sa couleur, remplacé par ce néant vide qui semblait se propager à travers la réalité comme une infection. Je traversais le bâtiment, mes pas ne faisant aucun bruit sur le sol blanc. Il y avait des couloirs menant aux toilettes, une petite zone de magasin de commodités, ce qui aurait pu être un salon pour conducteurs, tout vide, tout blanc. À l'arrière, je trouvais une porte marquée au bureau. Elle était déverrouillée. Je l'ouvris et entrai. Le bureau était petit, à peine assez grand pour un bureau et un classeur. Sur le bureau se trouvait un registre, du genre que les relais routiers utilisent pour garder une trace de qui va et vient. Je le pris et l'ouvris. Les pages étaient remplies d'entrées manuscrites à l'encre noire. Des noms et des heures, des numéros de camions et des destinations. Je les parcourus, scannant les entrées. Chaque nom était Mason Brigg. Chaque camion était un Freightliner avec mon numéro de plaque d'immatriculation. Chaque destination était Fargo, Dakota du Nord. Les entrées s'étendaient sur des pages, des centaines, peut-être des milliers. Tout moi. Toujours le même trajet. Tout enregistré de la même écriture, que je reconnus comme étant la mienne. Je tournai à la dernière entrée. Mason Brigg, 11 février 2019, 7h13. Toujours en train de conduire. C'était la date. C'était l'heure actuelle selon l'horloge de mon camion. Et je n'avais pas écrit cette entrée. Je n'étais jamais entré dans ce bureau auparavant. Mais la voilà, dans mon écriture, enregistrant ma présence à ce moment précis. Je posai le registre et reculai hors du bureau. Le bâtiment me semblait soudain menaçant, claustrophobe. Même s'il était complètement vide, j'avais besoin de retourner à mon camion. Je traversai rapidement les couloirs blancs jusqu'à l'entrée principale. La porte était toujours ouverte. À travers elle, je pouvais voir mon camion garé dans le parking, solide et réel dans toute cette blancheur. Je fis un pas dehors et m'arrêtai. Il y avait quelqu'un debout à côté de mon camion. C'était moi, une autre version de moi. Celui-ci avait l'air plus âgé, plus usé. Ses vêtements étaient les mêmes que ceux que je portais, mais délavés et tachés. Il était appuyé contre le camion, les bras croisés, me regardant directement. « Tu aurais dû t'arrêter, dit-il. » Sa voix était la mienne, mais plus rauque, tendue. « A Dickinson. Tu aurais dû te garer et attendre que la tempête passe. » Je ne bougeais pas, ne parlais pas, fixant simplement cette autre version de moi-même. « J'ai tout essayé, continua-t-il. Différentes vitesses, différents itinéraires, j'ai même essayé de conduire à reculons pendant un moment. Ça ne change rien. La boucle te ramène toujours. Et à chaque passage, ça empire un peu, ça se simplifie un peu plus. Depuis combien de temps es-tu ici, réussis-je à demander. Il rit. Un son dur. Depuis combien de temps? C'est la question, n'est-ce pas? Selon l'horloge, ça fait environ 12 heures. Selon l'odomètre, j'ai conduit 4800 km. Selon la pousse de ma barbe. Il se frotta la mâchoire et je pus voir que sa barbe était bien plus épaisse que la mienne. Je dirais environ 3 semaines. C'est impossible. Oui, ajoute ça à la liste. Il se poussa contre le camion. Voici ce que j'ai compris.
Cet endroit est une sorte de pli, une boucle dans l'espace où la route se replie sur elle-même. Nous y sommes entrés pendant la tempête, et maintenant nous ne pouvons plus en sortir. Le blanc, ce sont les bords du pli, les endroits où la réalité n'existe plus. Combien sommes-nous ici, demandai-je, pensant à tous ces camions que j'avais dépassés. Combien de fois as-tu déjà fait la boucle? J'ai essayé de compter. J'ai perdu le fil après 20. Beaucoup. Puis au moins autant. À chaque passage dans la boucle, tu laisses une copie derrière toi. Ou peut-être que tu deviens une copie et que l'original continue à conduire. Je ne sais pas. Mais il y en a beaucoup maintenant. Tous coincés, tous essayant de trouver une issue. Il se dirigea vers moi et j'instinctivement fis un pas en arrière. Il le remarqua et s'arrêta. « Ne t'inquiète pas, dit-il. Je ne vais pas te faire de mal. Je ne suis même pas sûr que je le pourrais. Je pense que nous sommes dans des couches différentes, peut-être des itérations différentes du même moment. Nous pouvons nous voir, nous parler, mais nous ne pouvons pas vraiment interagir. La voix à la radio, c'était toi. Peut-être. Ou peut-être un autre de nous. Nous avons essayé de communiquer, d'avertir les nouvelles itérations, mais le signal ne passe pas bien à travers les couches. La plupart du temps, ce n'est que du grésillement. Comment sort-on d'ici? Il resta silencieux un long moment. Puis il dit: Je ne pense pas que nous le puissions. Je pense que c'est tout. Nous sommes entrés dans le pli et maintenant nous en faisons partie. Nous continuerons à boucler, à laisser des copies de nous-mêmes derrière nous jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du blanc. Il doit y avoir un moyen, dis-je. Il y a toujours un moyen de sortir. Oui, je le pensais aussi, avant. Il se retourna et marcha vers l'étendue blanche. À la limite où le parking se terminait, il s'arrêta et regarda en arrière. Peut-être que tu le découvriras. Peut-être que tu es celui qui trouve la sortie, mais j'ai cherché pendant des semaines, et tout ce que j'ai trouvé, c'est plus de blanc. Il fit un pas dans la blancheur et disparut. Je restai là un moment, fixant l'endroit où il avait disparu. Puis je grimpai dans mon camion. L'horloge indiquait 7h31. 18 minutes s'étaient écoulées, bien que cela m'ait semblé beaucoup plus long. Je démarrai le moteur et sortis du parking, retournant sur la route invisible, dans le blanc. Mais cette fois, je cherchais quelque chose de spécifique. Il avait dit que c'était un pli, un endroit où la route se repliait sur elle-même. Si c'était vrai, alors il devait y avoir une couture quelque part, un endroit où le pli commençait, un moyen de trouver le bord et de le traverser au lieu de le suivre en rond. Je conduisis lentement, observant attentivement. L'étendue blanche semblait sans caractéristique, mais il devait y avoir quelque chose, un indice, une variation, un signe qui me montrerait où se trouvait le pli. Les panneaux commencèrent à apparaître à nouveau. Sortie 108, mile 0. Je les ignorais et continuais à conduire. Ils n'étaient que des marqueurs, des chiffres sans signification. Ce dont j'avais besoin, c'était quelque chose de réel, quelque chose qui existait en dehors de la boucle. Puis je le vis, une ombre. Elle était faible, à peine visible contre le blanc, mais elle était là, une ligne, ou peut-être une fissure, perpendiculaire à ma direction de déplacement. Je tournai le volant, dirigeant le camion vers elle. L'ombre devint plus définie à mesure que je m'approchais. C'était définitivement une sorte de couture, un endroit où le blanc n'était pas tout à fait uniforme, comme le bord d'une feuille de papier, ou le pli dans un tissu. Je conduisis parallèlement à elle pendant un moment, suivant son cours. Elle tournait et se tordait, mais elle semblait mener quelque part. Je continuai à la suivre. La radio grésilla. La voix était de retour, plus claire maintenant. Trouvez la couture. Suis-la, mais ne la traverse pas. Pourquoi pas? Je pris le micro. Pourquoi ne puis-je pas la traverser? C'est pire de l'autre côté, dit la voix. Il n'y a rien de l'autre côté. Mais je pouvais voir quelque chose de l'autre côté. À travers la couture, visible comme à travers une fissure dans un mur. Je pouvais voir des couleurs. De vraies couleurs. Terre brune, arbres verts, bitume gris. Le monde réel juste au-delà de cette fine barrière. Je tournai brusquement le volant et conduisis droit vers la couture. Non, hurla la voix, soudainement cristalline. S'il te plaît, ne le fais pas. L'avant de mon camion heurta la couture et tout se retourna. J'étais sur la route, la vraie route. Je pouvais la voir sous mes pneus, du bitume noir saupoudré de neige.
Je pouvais voir les lignes blanches marquant les voies, les poteaux réfléchissant sur les bas-côtés et les bornes kilométriques et le ciel au-dessus, gris et nuageux mais réel. L'horloge du tableau de bord indiquait 16h37, le 11 février 2019. Selon l'horloge, je conduisais depuis environ 20 minutes depuis que j'avais quitté Billings, mais ce n'était pas exact. J'avais été dans le vide blanc pendant des heures, peut-être des jours. J'avais conduit à travers la boucle des dizaines de fois. J'avais vu des choses qui ne pouvaient pas exister. J'avais parlé à une autre version de moi-même qui était piégée depuis des semaines. Mais l'odomètre racontait une histoire différente. Il indiquait 347 103 miles, exactement 16 km de plus que lorsque j'avais quitté Billings. 16 km. Pas les centaines de kilomètres que j'avais parcourus dans la boucle, juste 16. Je regardais autour de moi le monde extérieur de ma cabine. Tout semblait normal. La neige tombait légèrement, comme au début de mon trajet. La circulation était clairsemée, mais présente. Je pouvais voir des feux arrière devant moi, des phares derrière. La radio CB fonctionnait, crépitant des échanges habituels. Je pris le micro avec une main tremblante. Ici Big Sky sur la 94 en direction de l'Est. Quelqu'un me reçoit. Je te reçois, Big Sky. Une voix répondit immédiatement. Ici Roadrunner en direction de l'Ouest. À quoi ressemble la route devant? C'est bon, dis-je. Neige légère. Route un peu glissante, mais praticable. Bien reçu. Merci. Reste prudent. Je coupais la communication et fixais simplement la radio. C'était une conversation normale. Un routier normal donnant un rapport normal sur des conditions routières normales. Je passais une borne kilométrique. Mile 109, juste le mile 109, pas le mile 108 à nouveau. Les chiffres progressaient normalement, comptant vers l'est alors que je conduisais. Je consultais le GPS sur mon téléphone. Il me montrait exactement là où je devais être, à 16 km à l'est de l'endroit où j'avais commencé, progressant normalement vers Fargo. Les noms des villes étaient corrects. Les routes étaient aux bons endroits. Tout était normal. J'aurais dû me sentir soulagé. J'aurais dû me sentir reconnaissant d'être de retour dans le monde réel, d'avoir échappé à ce que cet endroit avait été. Mais au lieu de cela, je sentis une profonde angoisse s'installer dans mon estomac, car je m'en souvenais. Tout. La boucle, le vide blanc, l'air de repos avec ces camions qui se multipliaient, la forêt de Peterbilt avec des copies de moi-même assis dans les cabines. Je me souvenais avoir parlé à cet autre maçon, celui qui était piégé depuis des semaines. Je me souvenais avoir conduit à travers cette couture, cette fissure dans la réalité. Cela avait été réel. Je savais que cela avait été réel. Mais selon chaque instrument, selon l'horloge et l'odomètre et le GPS, cela n'était jamais arrivé. J'avais simplement conduit normalement sur l'île 94, couvrant 16 km en 20 minutes. Mais je pouvais sentir le temps qui s'était écoulé. Mon corps savait depuis combien de temps je conduisais. J'étais épuisé d'une manière que 20 minutes de conduite ne pouvaient expliquer. Mes yeux étaient fatigués. Mon dos me faisait mal. Mes mains étaient engourdies d'avoir serré le volant. C'était la fatigue de plusieurs heures, pas de quelques minutes. Je conduisis un moment en silence, essayant de comprendre ce qui s'était passé, ou ce que je pensais qui s'était passé, ou ce qui aurait pu être une hallucination provoquée par le stress et l'épuisement, sauf que je n'étais pas épuisé quand cela avait commencé. J'étais alerte, reposé, complètement normal. L'épuisement était venu après, de la conduite à travers la boucle pendant des heures. Je passais Dickinson sans incident. La ville était là, exactement où elle aurait dû être, avec le bon nom et les bonnes sorties. Je vis d'autres camions, d'autres voitures, des stations-service et des restaurants et toute l'infrastructure normale d'une ville routière du Montana. Tout était normal. Je continuais à conduire. La neige continuait à tomber, légère et régulière. La route s'étendait devant moi, menant à l'est vers Fargo. Des heures passèrent en temps réel, correspondant à ce que disait l'horloge. Lorsque je m'arrêtais pour faire le plein à Bismarck, le préposé était joyeux et normal. Le café avait le goût du café. Les toilettes avaient l'air de toilettes. Je remontais dans le camion et continuais à conduire. Il était après minuit lorsque je me garais enfin à l'endroit de livraison à Fargo. Juste à l'heure, malgré tout ce qui s'était passé ou ne s'était pas passé, je ne savais plus. Je garais le camion et restais assis là un moment, moteur éteint,
fixant la rue sombre devant moi. Le centre logistique était fermé pour la nuit. Je devrais attendre jusqu'au matin pour décharger. Cela me donna du temps pour réfléchir, pour essayer de comprendre. Je sortis mon téléphone et ouvris l'application d'enregistrement vocal. J'avais besoin de documenter cela pendant que c'était encore frais dans mon esprit. J'appuyai sur enregistrer et commençai à parler. Je racontais l'histoire depuis le début. La tempête, la visibilité réduite, la première fois que j'avais dépassé le Peterbilt avec ses feux de détresse, la boucle, l'air de repos, le vide blanc, les panneaux comptant à rebours, la forêt de camions, l'autre moi qui était piégé depuis des semaines, la couture, et la conduite à travers elle pour revenir à la réalité. Je parlais pendant plus d'1 heure, décrivant chaque détail dont je me souvenais. Lorsque j'eus terminé, j'enregistrai l'enregistrement, puis restai assis dans la cabine sombre, me demandant si je venais d'enregistrer la preuve de ma propre crise de nerfs. Le lendemain matin, je déchargeai la marchandise sans incident. Les ouvriers de l'entrepôt étaient normaux. Les papiers étaient normaux. Tout se déroula exactement comme d'habitude. Je pensais à mentionner ce qui s'était passé à mon dispatché, mais que pourrais-je dire? J'avais conduit normalement, en temps normal, sans retard ni incident à signaler. La seule preuve que quelque chose d'inhabituel s'était produit était dans ma propre mémoire et dans un enregistrement vocal que j'avais fait de moi-même sonnant comme un fou. Alors, je ne dis rien. Je pris ma prochaine charge et conduisis ma prochaine route, et celle d'après encore. Mais je ne pouvais pas oublier. Je commençais à prêter attention à des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. La façon dont les bornes kilométriques semblaient parfois légèrement décalées. La façon dont les lignes blanches sur la route semblaient parfois floues ou se déplaçaient dans ma vision périphérique. Le scintillement occasionnel dans le ciel comme de la neige sur un écran, disparut presque avant que je ne puisse le registre. Et une fois, environ 1 semaine après l'incident, je vis un autre camion garé sur le bas-côté avec ses feux de détresse clignotants. Un Peterbilt bleu foncé. Je ralentis en m'approchant, mon rythme cardiaque s'accélérant. Il ressemblait exactement à celui de la boucle. Même modèle, même couleur, tout. Mais en m'approchant, je pus voir des différences. Ce camion avait des plaques d'immatriculation appropriées avec de vrais numéros. Il avait des numéros d'OD peints sur la porte. Et à travers la vitre, je pouvais voir le conducteur, un jeune gars, peut-être de 30 ans, parlant au téléphone. Il me vit ralentir et me fit signe pour indiquer qu'il allait bien. Je lui fis signe en retour et continuai à conduire, juste un camion normal avec des problèmes normaux, garé pour passer un appel téléphonique. Mais je ne pouvais pas me défaire de l'impression d'être observé. Que quelque part, dans une autre couche de réalité, une autre version de moi conduisait encore à travers cette boucle, ou venait peut-être de l'entrée, ou était sur le point d'y entrer. Je commençais à éviter ce tronçon de l'île 94 quand je le pouvais. Je prenais des itinéraires plus longs, des itinéraires qui ajoutaient des heures à mon temps de livraison juste pour éviter de passer par cette zone. Mon dispatché me demanda une fois, et j'inventais des excuses sur les conditions routières et les travaux. Mais parfois, je ne pouvais pas l'éviter. Parfois, l'itinéraire le plus efficace, le seul itinéraire qui avait un sens commercial, me faisait passer droit par cette section où j'étais entré dans la boucle. Et chaque fois, je surveillais. Je surveillais les premiers signes de la boucle qui commençaient. Je surveillais le Peterbilt avec ses feux de détresse. Je surveillais l'aire de repos qui ne devrait pas exister. Je gardais le GPS de mon téléphone ouvert, vérifiant constamment que la carte avait l'air normale, que les noms des villes étaient corrects, que j'étais là où je devais être. Jusqu'à présent, tout avait toujours été normal. Juste une autoroute normale avec une circulation normale sous des conditions météo normales. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais où j'étais. Et je sais que quelque part, peut-être juste au-delà d'une couture dans la réalité que je ne peux pas tout à fait voir, cette boucle existe toujours, piège toujours des versions de moi. A toujours cette autre maçonne marchant dans des couloirs blancs et essayant d'avertir les autres de ne pas suivre la couture. Parfois, tard le soir, lorsque je conduis seul sur une autoroute vide, je pense pouvoir l'entendre. Une voix enfouie dans le grésillement de la radio CB répétant le même avertissement. Ne traverse pas la couture. C'est pire de l'autre côté. Mais je l'ai traversé. Je suis sorti. Je suis ici, de retour dans le monde normal, conduisant des itinéraires normaux, vivant une vie normale. Sauf que je ne dors plus bien. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois le vide blanc. Je vois tous ces camions, toutes ces versions de moi-même piégées dans différentes itérations du même moment.
Et je me demande si c'est réel. Si ce monde dans lequel je suis maintenant est vraiment le monde réel ou juste une autre couche de la boucle. Parce que voici ce à quoi je ne peux pas m'empêcher de penser. Cet autre maçon, celui qui était piégé depuis des semaines, il pensait qu'il était dans la boucle, lui aussi. Il pensait qu'il était piégé. Mais et s'il ne l'était pas? Et s'il s'était déjà échappé, tout comme moi, mais s'était convaincu qu'il était encore piégé parce que le souvenir était si fort? Et si je suis encore là-dedans? Et si je ne suis jamais parti? Je suis repassé par Dickinson aujourd'hui, le 28 février 2019. 17 jours depuis l'incident. La ville avait l'air normale. Tout avait l'air normal. Mais j'ai pris une photo de la borne kilométrique en passant. Mile 108. Et lorsque je l'ai regardé plus tard, le numéro semblait flou. Faux d'une certaine manière. J'ai supprimé la photo. Je ne veux pas savoir. Je vais continuer à conduire mes itinéraires. Continuer à faire mes livraisons. Continuer à vivre ma vie comme si tout était normal. Parce que peut-être que c'est le cas. Peut-être que j'ai vraiment réussi à m'échapper. Et toutes ces petites incohérences étranges ne sont que de la paranoïa. Juste mon cerveau traumatisé voyant des motifs qui n'existent pas. Mais je me suis fait une promesse. Si je revois ce Peterbilt, celui avec la plaque d'immatriculation vide et les vitres embuées et personne à l'intérieur, je m'arrêterai. Je me garerai et j'irai jusqu'à lui et je regarderai à l'intérieur. Vraiment regarder. Même si j'ai peur de ce que je pourrais voir, parce que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir si c'est réel. Si je suis vraiment ici. Si je me suis vraiment échappé ou si je conduis encore à travers le blanc, suivant une couture qui ne mène nulle part, laissant des copies de moi-même derrière à chaque boucle. J'ai besoin de savoir, mais je ne suis pas sûr de vouloir savoir. Alors, je continue à conduire, mile après mile, heure après heure, jour après jour. L'odomètre grimpe, l'horloge avance. Les miles défilent sous mes roues en progression régulière. Et parfois, lorsque les conditions sont réunies, lorsque la neige tombe et que la visibilité baisse et que je suis seul sur une autoroute vide au milieu de la nuit, je les vois. D'autres camions, des formes sombres dans mes rétroviseurs, restant toujours juste hors de vue claire, gardant mon rythme, correspondant à ma vitesse, ne se rapprochant ni ne s'éloignant jamais. Je me dis que ce sont juste d'autres routiers, d'autres conducteurs allant dans la même direction, gardant la même allure. Rien d'inhabituel à cela, mais ils sont toujours du même modèle, toujours des Peterbilt, toujours bleu foncé ou noir. Et parfois, lorsque je regarde dans mes rétroviseurs sous le bon angle, dans la bonne lumière, je peux voir le conducteur, et le conducteur, c'est moi. Je ne regarde plus autant dans les rétroviseurs. Je garde les yeux sur la route devant moi. Je regarde les bornes kilométriques comptées. Preuve que j'avance, preuve que je progresse. Je regarde l'horloge sur le tableau de bord, comptant les minutes alors qu'elle passe en temps réel. Mais je peux les sentir derrière moi. Tous ces autres moi, toutes ces autres versions conduisant leur propre camion à travers leur propre couche de réalité. Certains d'entre eux pensent probablement qu'ils sont dans le monde réel. Certains savent qu'ils ne le sont pas. Et certains, comme moi, ne sont plus sûrs. La radio CB grésille parfois avec cette voix, ma voix, essayant d'avertir quelqu'un ou d'appeler à l'aide ou simplement confirmant que je suis encore là, que je conduis encore piégé ou libre ou quelque chose entre les deux. Je ne réponds plus. J'écoute simplement et je conduis, parce que c'est tout ce qu'il y a. La route devant, les miles qui défilent sous les roues, le moteur vrombissant sa mélodie régulière. Je continue à conduire. Je conduis encore. Je conduirai toujours. Et quelque part, dans une autre couche, une autre version de moi vient tout juste de conduire dans cette tempête. Vient tout juste de passer le mile 108 pour la première fois. Vient tout juste de commencer une boucle dont il ne sait pas encore qu'il en fait partie. Je ne peux pas l'avertir. Je ne peux pas le sauver. Je ne peux que conduire. Le compteur de vitesse indique 90 km/h. L'odomètre grimpe, dixième de mile après dixième de mile. L'horloge indique 23h47, le 15 mars 2019. Ou peut-être que c'est encore le 11 février. Peut-être que c'est toujours le 11 février. Peut-être que c'est toujours ce moment où j'ai conduit dans le blanc et que ceci n'est qu'une autre couche, une autre itération, une autre boucle dans les boucles. Je ne sais pas. Mais je continue à conduire, parce que puis-je faire d'autre? Les bornes kilométriques comptent. 109, 110, 111.
La route s'étend devant, disparaissant dans l'obscurité. Et derrière moi, dans mes rétroviseurs, je peux les voir. Tous ces autres camions, tous ces autres maçons me suivant. Nous allons tous au même endroit, où que ce soit. J'ajuste ma prise sur le volant et appuie légèrement sur l'accélérateur. Le moteur répond. Le compteur de vitesse grimpe. La route continue. Je continue à conduire. Je conduis encore. Je conduirai toujours.